LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Bonjour à tous, les salles de shoot, elles ont déchaîné les passions, mais c'est parti. La première va ouvrir prochainement en France. Les spécialistes les appellent des salles de consommation de drogue à moindre risque. Alors les salles de shoot, de quoi parle-t-on exactement? En fait, ce sont des espaces fermés où les toxicomanes peuvent venir librement consommer leurs drogues, leurs produits, se fournir en matériel stérile et puis recevoir aussi des conseils médico-sociaux. Alors combien de toxicomanes sont concernés par ces salles de shoot potentiellement? Eh bien, les statistiques officielles estiment à 80 000 le nombre d'usagers de drogue par voie intraveineuse. Il y a une centaine d'overdoses par an en France. Alors on l'a vu, le sujet divise largement en France. D'un côté, il y a les partisans des salles de shoot qui estiment que justement ça réduit le risque de contamination, réduit le risque d'overdose et puis ça permet d'accompagner socialement, médicalement les toxicomanes. Et puis en face, on a les adversaires qui, eux, disent tout simplement que ça incite à la consommation de drogue. On ajoute à cela que les salles de shoot existent déjà dans de nombreux pays en Europe, également en Australie et puis au Canada. Alors, est-ce qu'on a raison en France de se lancer dans l'expérience des salles de shoot? C'est la question qu'on va poser à notre invité, le docteur Jean-François Corti. Le docteur Jean-François Corti est directeur opérationnel des missions France de Médecins du Monde depuis 2009. Il est également diplômé de sciences politiques. Il a consacré toute sa carrière aux plus démunis, dont les toxicomanes. Il y a 25 ans, il lance le premier programme d'échange de seringues en France. Une action désormais reconnue et soutenue par les pouvoirs publics. Nous le recevons à l'Institut mutualiste Montsouris, un hôpital qui ne pratique aucun dépassement d'honoraires et qui propose avec Émergence Espace Tolbiac un service spécialisé destiné aux patients souffrant de troubles liés aux drogues. Bonjour Jean-François Corti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ces salles de shoot, qui est vraiment un sujet passionnel dans le débat public, que vous connaissez très bien, puisque vous accompagnez, vous travaillez auprès en tant que médecin et membre de MDM, Médecins du Monde, les toxicomanes, dont on l'a dit depuis longtemps. Pour vous, les toxicomanes, ce sont des victimes? Ce sont des malades? Aujourd'hui, les toxicomanes, ce sont des citoyens à part entière qui ont toute leur place dans notre société. Et on voit bien que sur les années passées, il a toujours fallu se battre pour qu'on puisse leur connaître leur statut, qu'on puisse accepter leurs difficultés et puis qu'on puisse créer les conditions pour qu'ils puissent être soignés lorsque cela est nécessaire. Et c'est des combats de longue haleine avec des associations, souvent de malades, qui sont montés au créneau pour défendre leurs droits et faire valoir leurs droits. Vous êtes très engagé, évidemment, vous allez militer en faveur aujourd'hui, vous invitez entre guillemets pour ça, pour porter cette parole pro-salle de shoot, mais néanmoins vous les comprenez, par exemple, ces riverains qui en ont peur? Je pense qu'ils ont une peur légitime, ouais. Et il y a un besoin de pédagogie, d'explication de l'intérêt que portera pour eux l'émergence, la création d'une salle de consommation, parce que tout le monde est d'accord sur le constat, il y a des besoins, il y a des personnes qui sont en danger, les usagers de drogue, mais aussi des citoyens qui sont exposés aux seringues, notamment contaminées, et qu'il faut trouver des réponses qui aujourd'hui n'existent pas, et ces réponses, elles ont été éprouvées à l'international, et on doit pouvoir les initier en France. Donc, il y a un pari d'une intelligence collective où les citoyens, les riverains doivent être intégrés à la réflexion, au montage du projet.
Leur peur est légitime, la pédagogie est là pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. On va y revenir, sur tous les arguments des adversaires des salles de shoot, mais d'abord je vous propose qu'on aille voir en reportage le travail que fait cette association que vous connaissez bien, elle s'appelle Gaïa, association qui est soutenue par Médecins du Monde et qui travaille à Paris. Lucille Fanton et Guillaume Clerc ont passé une journée avec les membres de Gaïa qui accompagnent les toxicomanes depuis 25 ans. On les regarde, reportage. Depuis 15 ans, José sillonne les rues de Paris à la rencontre des toxicomanes. Ah tiens, il y avait des usagers là. Avec Karim, ils interviennent principalement dans le quartier de la Gare du Nord. On va dire qu'à Paris, c'est la dernière vraie scène ouverte pour tout ce qui est injection. C'est là le seul endroit où on va avoir de la consommation de masse de produits injectés. Leur association Gaïa est une des premières antennes mobiles créées en France il y a 20 ans. Exceptionnellement, nos caméras ont pu les suivre. La journée commence. Le camion se gare derrière la Gare du Nord. Bonjour. José fait l'ouverture et nous montre ce qu'il a en magasin. Donc là, on a des seringues de tailles différentes, donc selon les produits que les personnes vont injecter. Par exemple, pour de l'héroïne, de la cocaïne, ça va être des toutes petites seringues qu'on appelle communément des insulines. Après, pour des cachets qui sont détournés de leur usage, il faut des seringues un peu plus grandes, voilà, parce qu'il faut plus d'eau. Et puis, voilà, des seringues encore plus grandes pour des personnes qui, par exemple, injectent de la méthadone. Mais ce n'est pas tout. Il a également plus de 10 tailles différentes d'aiguilles. Des lingettes désinfectantes, des tests VIH, bref, tout le matériel dont les toxicomanes peuvent avoir besoin. Ici, c'est ce qu'on appelle communément un programme d'échange de seringues. Donc c'est un endroit où les personnes peuvent venir pour se procurer du matériel, dont l'objectif est de limiter les contaminations par le VIH, par les hépatites, mais aussi préserver le capital veineux, rester en bonne santé, on va dire. Et ça attire du monde. Bonjour. Bonjour, ça va. Donc c'est pour un doseur, s'il vous plaît. Ouais. Voici un doseur. Cela sert à fumer du crack. Donc tu as des sachets comme ça. Donc dans cette pochette, tu as de la crème, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ensuite, tu as le doseur en lui-même. D'accord. Tu as deux extrémités. À une extrémité, tu mets le filtre. Une fois que tu as fait ça, hop, tu prends, hop, tu allumes, tu fumes. Après, on a ça, moi j'appelle ça un turbo, c'est ce que tu mets au bout. C'est parce que si tu t'échanges les doseurs, ce qui est bien, c'est que pour pas, si les gens ont des hépatites ou quoi, tu enlèves l'embout et tu peux fumer. Moi j'ai grandi à Gennevilliers. Quand je rentrais dans mon hall, on allait au 11e étage, il y avait des seringues partout. Les mecs se mélangeaient les seringues et tout. C'est comme ça que les mecs se sont refourgués du sida, des hépatites B, des hépatites C. Enfin, c'est comme ça que ça part en couille. Le fait de donner des choses comme ça, les gens se shootent propres. Donner accès à du matériel stérile, c'est l'un des objectifs de ce bus. Ici, plus de 200 000 seringues sont distribuées chaque année. Mais une fois utilisées, elles terminent malheureusement le plus souvent dans la rue. Et Karim tente de les ramasser. L'idée, ça va être d'aller voir sur les lieux où on sait qu'il y a de la consommation, s'ils laissent du matériel en fait, sur place. Donc des seringues, essentiellement des seringues en fait. Autour de la Gare du Nord, on tombe vite dessus. Hop là, une aiguille. Sida, hépatite, ces aiguilles qui traînent sont des bombes sanitaires. Ces photos ont été prises par Karim. Ce sont les toilettes publiques derrière la Gare du Nord. Les gens en fait ne consomment pas sur la voie publique par plaisir, c'est qu'ils cherchent un endroit pour consommer, en général un endroit caché. Finalement, à l'heure actuelle, alors qu'on donne des seringues stériles, alors qu'on donne du matériel propre, etc., on se retrouve quand même à ne laisser comme endroit pour la consommation que des endroits, les toilettes publiques, un des pires endroits possibles en fait en termes de risque sanitaire. Fournir des seringues pour les retrouver dans la rue, voilà la grande frustration de Gaïa et aussi des toxicomanes. Tous attendent impatiemment l'ouverture de la salle de shoot, sur le terrain de l'hôpital Lariboisière, derrière la Gare du Nord. Mais des questions subsistent. Donc tu avais des questions sur la salle de consommation, par exemple ? La salle de consommation, oui, comment ça se passe, quelles sont les heures, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit. Et l'objectif, en fait, c'est que les personnes qui consomment
et qui sont très précaires autour de l'hôpital Lariboisière de la Gare du Nord puissent venir dans cette salle pour consommer. D'accord. Donc l'idée c'est qu'ils amènent leurs produits. Quel que soit le produit. Quel que soit le produit. Bon, certes, on aura un endroit pour consommer la drogue, mais pour se laver corporellement, pour faire les papiers, pour s'en sortir, le but c'est de s'en sortir, quoi. Ouais. Comme moi, j'ai envie de m'en sortir, ça fait 7 ans, maintenant ça va faire 15 ans que j'essaie de m'en sortir. Et ça tourne en rond, et puis bon, voilà. Comme ça. José va orienter ce toxicomane vers un assistant social. Merci à vous. Son bus, il le voit comme une porte d'entrée vers la société et l'une des rares ouvertes à ces toxicomanes précaires. Les plus pauvres, c'est plus des victimes en fait. C'est des personnes qui sont plus facilement prises au piège et qui ont du mal à se sortir la tête de l'eau. C'est souvent des personnes qui ont des parcours très chaotiques. Mais voilà, je pense que dans le 16e, dans les quartiers chics, il y a des personnes qui prennent de la coke tous les jours ou tous les week-ends, qui vont en boîte, qui vont prendre des extas de la MDMA, etc. C'est aussi des usagers de drogue. Mais voilà, c'est des gens qui sont insérés, qui ont de l'argent, qui ont une famille, un travail, et qui donc, entre guillemets, ne posent pas de problème. Avec l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque, José disposera d'un véritable lieu d'accueil et d'un point de repère plus stable que son bus. Voilà Jean-François Corti, donc le travail de cette association Gaïa. Évidemment, vous saisissez, vous, encore, ce que ça peut avoir de choquant de voir des personnes donner à ces toxicomanes l'outil qui va leur permettre de s'injecter des produits potentiellement mortels. Il n'y a rien de choquant à être dans la vraie vie. On est au contact d'une réalité qui est qu'il y a des personnes qui sont des usagers de drogue par voie intraveineuse, des personnes qui prennent des risques en s'injectant dans des conditions de grande précarité, puisque ce sont souvent des personnes en grande précarité, et que donc c'est ça la réalité. Nous, on ne défend pas l'idée d'un monde potentiellement meilleur où il n'y aurait pas d'usagers de drogue. Aujourd'hui, il y a deux impératifs majeurs en matière de santé publique et de sécurité. C'est 40% des usagers de drogue par voie intraveineuse qui sont affectés par le virus d'hépatite C. Le virus d'hépatite C, c'est un fléau. Dites-moi d'ailleurs, c'est un chiffre en augmentation, en stagnation, ce qui serait déjà un échec, évidemment. C'est un chiffre relativement stable, mais qui montre un échec de politique de santé publique en matière de lutte contre cette épidémie. À lutter contre l'hépatite C pour les toxicomanes. Les programmes d'échange de seringues, les programmes de substitution qui ont émergé dans les années 90 et qui sont proposés aujourd'hui par ce qu'on appelle le droit commun, arrivent à juguler l'épidémie du VIH, donc du sida, mais n'arrivent pas à endiguer l'épidémie d'hépatite C, qui est un véritable fléau qui occasionne près de 300 000 malades chaque année et 3 500 morts. Juste dites-moi, pourquoi est-ce que ça, la santé publique, les programmes de santé publique opèrent de façon positive pour le VIH et pas l'hépatite C? Pourquoi? Parce que c'est une question de physiopathologie, c'est-à-dire que le virus du sida, il va mourir au contact de l'air. Donc il va mourir rapidement et d'une seringue, un garrot, du coton qui a été utilisé pour une injection ne sera pas contaminant. En revanche, le virus de l'hépatite C va vivre près de 3 semaines à l'air libre et donc va être contaminant pendant 3 semaines dès lors qu'il sera sur une seringue, sur un garrot notamment. Et puis, il y a aussi une augmentation des overdoses. Pourquoi les salles de shoot permettent de limiter les overdoses? Eh bien, dans les salles de consommation, on va apprendre, notamment parmi beaucoup d'autres dimensions pédagogiques, aux usagers à pouvoir être informés sur les risques, à pouvoir possiblement utiliser des molécules, je pense notamment à l'analoxone, et donc à se protéger pour se protéger. Parce qu'il y a aussi du conseil. Donc il n'y a pas de contestation possible sur le caractère très préventif et curatif de ces salles de shoot. C'est ce que vous nous dites. Je vous propose qu'on écoute Philippe Goujon, député, Les Républicains de l'Assemblée. On sait qu'à droite, beaucoup bataillent contre les salles de shoot. On écoute son argument, vous nous dites juste après ce que vous en pensez. Comment d'ailleurs l'État peut-il assumer cette incohérence qui est d'interdire la consommation de stupéfiants, la consommation de drogue, et en même temps de permettre à des jeunes de se droguer sous contrôle médical d'État dans des structures étatiques médicales? C'est une incohérence qui est impossible à surmonter. Ça envoie un message extrêmement confus et contradictoire
à tous les éducateurs, aux familles et aux toxicodépendants eux-mêmes. Alors qu'est-ce que vous lui répondez, lui qui souligne cette contradiction, cette incohérence entre, d'un côté, on pénalise la drogue, et puis de l'autre, on ouvre des salles pour pouvoir se droguer. Vous répondez quoi simplement? Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence à être en lien avec la réalité et la vraie vie. Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, il y a des personnes qui s'injectent dans de mauvaises conditions, il y a des impératifs de santé publique et sécuritaire qui n'ont pas de réponse avec les dispositifs de droit commun actuels, et que donc il faut trouver des solutions. Il n'y a pas d'incohérence à être dans des logiques de prévention, dans des logiques d'information, de réorientation vers notamment des programmes de substitution vis-à-vis d'usagers qui utilisent des substances qui sont interdites. On a la possibilité, via ces dispositifs que sont les salles de consommation à moindre risque, justement de pouvoir limiter la consommation de drogue. Encore une fois, ce ne sont pas ces dispositifs, et on l'a vu dans d'autres pays, qui ont envoyé un signe contradictoire dans les sociétés respectives. Il n'y a pas eu plus de consommation de drogue sous prétexte qu'on légalisait un dispositif de prévention. Berne, on va y aller. Une équipe d'État de santé est allée en Suisse pour effectivement voir quel est le résultat de l'expérience de cette première salle de shoot ouverte en 1986. Comment ça se passe? Comment est né ce lieu? Et aujourd'hui, quel est le bilan? Reportage Guillaume Clerc. Nous sommes à Berne, en Suisse. Une ville tranquille, dans un paysage paisible. Mais pourriez-vous imaginer qu'il y a 30 ans, ces parcs ressemblaient à cela? Un dépotoir ravagé par la drogue. Que s'est-il donc passé? Que sont devenus les toxicomanes qui ont quitté les bancs de la ville? Eh bien, la réponse se trouve ici. Dans cette maison longtemps controversée. Julia, la responsable du centre, accepte de nous faire la visite. Voici la salle principale. Elle accueille tous les jours environ 300 toxicomanes. Matériel pour se désinfecter, seringues stériles et même des tickets pour faire la queue. Nous avons 3 numéros différents, pour l'injection, pour fumer et pour la consommation nasale. Et puis on attend son tour. Parce que le shoot ici, c'est strictement encadré. D'abord, il faut que je me lave les mains. Ici, il y a des lavabos et je peux désinfecter mes mains. Après, je peux prendre mon matériel. Et presque comme au restaurant, eh bien, on s'installe avant de consommer, dans de bonnes conditions d'hygiène, supervisées par une équipe spécialisée. C'est encadré toujours par des gens d'équipe, ils sont là tout le temps. Et nous avons, vous voyez, nous avons là-bas de l'oxygène en cas d'urgence. Nous pouvons aider les gens aussi. Là, c'est supervisé, toujours. Résultat, les morts par overdose ont disparu et la contamination par le VIH est en régression. Plus rien à voir avec les lieux à ciel ouvert d'il y a 30 ans. Vincent, usager du centre, se souvient des conditions d'hygiène déplorables, des seringues souillées qui jonchaient le sol et de la mort qui rôdait. On avait toujours problème de trouver des seringues propres. C'est ça, on avait immense peur de sida. Et alors, on commençait de demander d'avoir quelqu'un qui nous ramène des seringues propres pour avoir ces problèmes. Et on demandait d'avoir une place pour nous trouver, pour avoir des seringues propres et douces. Et ça commençait, qu'ils ont nous offert un petit truc, une petite chambre comme ça, pour se trouver. Cet endroit, le voici. Ce café a ouvert ses portes aux toxicomanes en 1986. Jacob est son fondateur. Il a imaginé son café un peu comme un refuge, comme un lieu de soins. Mais très vite, il a rencontré une réelle difficulté. Le grand problème, ce qu'on avait, c'était qu'il y avait la question, les toxicomanes s'injectent parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, ils commençaient à s'injecter dans les toilettes. Ou on leur dit, ça ne va pas.
parce qu'on ne veut pas que vous allez mourir sur nos toilettes. Les toxicomanes nous ont dit, pourquoi ce n'est pas possible de rester ici, de s'injecter ici, supervisé. Donc on a dit, c'était le grand pas, c'était un pas révolutionnaire au point de vue de la politique drogue en Suisse, que nous, comme institution, c'était la première fois qu'on a dit, voilà, c'est un besoin. Alertée, la police réagit et ordonne la fermeture du centre. Mais le café résiste. La Suisse prend parti et se déchire entre pro et anti. 3 ans plus tard, la justice donne raison au centre. Il est considéré comme une prise en charge médicale, donc légale. Pour la première fois dans le pays, la consommation de drogue, quand elle est encadrée, devient autorisée. Ça, c'était un tremblement de terre au point de vue de la politique drogue en Suisse. Quant à la police, habituée durant des années à pourchasser les toxicomanes, elle a fini par changer son fusil d'épaule. La police a découvert que la répression seule, c'est pas la solution contre ce problème de drogue, de scène ouverte de drogue à la rue. Avant, on était paranoïaque, on a toujours peur de la police et de tout ça. Ici, on est fermé chez eux, on est tranquille, on peut être soi-même sans problème. Moi, je dis, chaque être humain doit avoir la chance dans la vie et d'être inclus dans une communauté. Et avec les toxicomanes, ces temps-là, on les a exclus de toutes les possibilités de santé. Et on voyait comment c'est grave. Il y avait des morts, il y avait le sida, il y avait les prisons, etc. Alors, la première salle de shoot a fait des petits. Il en existe désormais 80 dans le monde. Les scènes ouvertes ne sont plus qu'un lointain souvenir et le parc a retrouvé sa tranquillité. Aujourd'hui, 70% des Suisses soutiennent l'initiative. Alors Jean-François Corti, c'est quand même très impressionnant, l'avant, l'après. De ce point de vue-là, c'est vrai que le reportage est très efficace pour montrer l'utilité de cette salle de consommation, salle de shoot. Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand on est, grâce à nos caméras dans ce lieu, finalement, on voit que c'est pas seulement un endroit où on vous donne des seringues, c'est un endroit aussi où on se repose, où on pose son sac, où on a des conseils. C'est tout un accompagnement qui est proposé. On voit bien que l'esprit de la politique de réduction des risques est respecté, c'est-à-dire qu'on accueille les gens tels qu'ils sont, on ne va pas les juger, ouais. Ils se sentent bien reçus et on va leur proposer un dispositif qui à la fois va leur permettre de s'injecter, voire d'inhaler dans des conditions d'asepsie. Donc ils ne vont pas prendre de risque de s'infecter, notamment sur le VIH et l'hépatite. Et puis on va aussi les informer sur les droits qu'ils ont. On va les aider avec un médecin à dépister éventuellement des maladies, donc faire de la prévention du dépistage. Et puis donc on va les accompagner vers aussi de la substitution. Donc c'est vraiment un dispositif médico-social. On parle de santé médico-sociale. Je pense que ce qui est important de redire dans le reportage que vous montrez, c'est qu'il faut entendre les forces de l'ordre qui disent, voilà, nous, on constate, la salle de consommation à moins de risque, ça ne génère pas un afflux massif d'usagers de drogue venant de tout le pays. Ça baisse la violence dans le quartier où cette salle de consommation a été ouverte. Donc ça a un facteur de sécurisation de l'espace public. Et donc c'est clair, c'est objectivé. Et je redis, cette salle de consommation à moins de risque, c'est un pari d'intelligence collective où des riverains, des citoyens, des forces de l'ordre, des médecins peuvent travailler ensemble. Est-ce qu'on peut dire que ça fait aussi baisser la consommation de drogue en France ou pas du tout? Enfin, pas en France, puisqu'elle n'existe pas. Mais est-ce que, à votre avis, ça peut avoir un effet sur le nombre de consommateurs? Je n'ai pas de réponse précise à cette question et ce n'est pas forcément l'enjeu. Non, il y a des politiques répressives pour ça. Là, c'est bien de répondre à une réalité. Est-ce que ça lutte contre la consommation de drogue? Non, ça n'est pas l'enjeu. Ce n'est pas l'enjeu et ce n'est pas l'objectif. Ça lutte contre autre chose, mais pas ça. Ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour intégrer des personnes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus en France contre, on élargit un peu le sujet, mais contre la drogue? Puisque au final, quand même,
c'est aussi ça la préoccupation majeure. Il faut lire des rapports Plus de prévention. Il faut écouter des rapports des Nations Unies qui expliquent qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un petit peu un backup sur les 20-30 dernières années, la politique répressive sur la drogue est un échec. Et dernier mot, qu'est-ce que vous dites, le message aux gens qui ont peur? Vous leur dites quoi? Comme le pape, n'ayez pas peur. Non, je dirais, plus sérieusement. On a le droit d'avoir peur, mais il y a des solutions contre la peur objectifs qui ont été éprouvés, qui sont rationnellement étudiés à l'échelle internationale, qu'on peut adapter en France. Donc il y a des solutions pour lutter contre la peur et pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que tous les citoyens, y compris les usagers de drogue, puissent avoir leur place dans notre société. Merci beaucoup Jean-François Corti d'avoir été notre invité pour ce numéro d'état de santé consacré à ces salles de shoot, enfin je sais que vous préférez, salles de consommation à moindre risque. Salles de consommation à moindre risque, c'est bien entendu. Merci, à très bientôt, au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.